We imagine a future. And our imaginings horrify us. They won't fear it until they understand it. And they won't understand it until they've used it. Theory will take you only so far. I don't know if we can be trusted with such a weapon. But we have no choice. Is anyone ever going to tell the truth about what's happening here? Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle critique sur un film que c'est vrai que j'avais pas encore fait parce que, en fait, à la fois je n'attendais pas vraiment ce film, mais en même temps j'avais envie de le voir, j'avais envie aussi d'en parler. Parce que j'en attendais pas spécialement, parce que c'est pas un sujet qui m'intéressait, mais j'aime la carrière de Christopher Nolan, parce que je trouve que c'est très important de soutenir les artistes qui existent encore aujourd'hui. Il faut un peu arrêter de dire que le cinéma est mort, etc. C'est toujours très important de savoir vivre avec son époque. Et c'est vrai que des réalisateurs comme Villeneuve ou Nolan, c'est des réalisateurs que j'aime encore soutenir leur carrière, parce qu'en plus, c'est des gens qui aiment beaucoup leur métier, qui défendent en plus beaucoup les salles. Donc, je trouve ça normal de les mettre en avant, même si on n'aime pas tout, et que je trouve toujours intéressant d'en parler, de les mettre en avant. Et avec moi, j'ai invité une personne. Alors, il est déjà venu sur ma chaîne, mais seulement en voix off et en faisant aussi quelques apparitions sur mes lives. C'est Cinéphile que j'ai voulu inviter parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur le film. Et c'est ça qui va être vachement intéressant parce que j'aime aussi discuter avec les gens. Donc, je ne suis pas forcément d'accord, mais c'est toujours passionnant de pouvoir discuter avec ce genre de personnes parce que ça permet aussi d'évoluer notre point de vue, etc. Et du coup, merci beaucoup, Cinéphile, d'avoir accepté cette invitation. Ben écoute, je t'en prie. Moi, je n'ai pas encore vraiment... Si, j'avais déjà discuté du film profondément avec quelqu'un, mais c'était complètement en off. Donc, moi, ça me permettra, là, avec la ressortie des supports physiques, de remettre une couche et d'avoir digéré, en fait. C'est ça, quand je dis remettre une couche, hein, on a digéré le film, voilà, il est passé au cinéma, et maintenant, on a des fois les idées un peu plus claires, un peu plus de recul, et c'est bien de renouer un dialogue avec ce recul. C'est vrai que oui, du coup, ça, c'est bien, c'est très chouette que tu dises ça, parce que ça va être une bonne transition par rapport à ce que je vais dire. Moi, en fait, c'est clair que pour les gros films comme ça, de plus en plus, en fait, les critiques se feront vraiment plus à la sortie physique ou en streaming. Parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas vraiment bonne forcément dans les critiques à chaud. Je préfère vraiment prendre mon temps, de comprendre ce que j'ai regardé et quand j'ai besoin aussi de le revoir. Parce que on évolue tout le temps, en fait. C'est pas seulement avec le film et tout ça, donc on évolue tout le temps. Aussi d'avoir entendu d'autres critiques, ça nous permet d'évoluer, etc. J'avais beaucoup aimé d'ailleurs ta critique que tu avais faite, même si ça dure 2 heures, je l'avais écouté jusqu'au bout. C'est tellement passionnant tout ce que tu disais. Et c'est pour ça que du coup, j'ai voulu t'inviter sur cette critique. Et c'est vrai, voilà, je trouve que tu as raison, c'est toujours important de pouvoir revenir sur des films, même si on a déjà fait une critique ou quoi. Voilà, ça permet de parler d'autres choses, quoi. Enfin, de parler peut-être d'une manière plus profonde dans le film, ou alors sur des choses qu'on avait oublié de dire aussi la première fois, etc. Donc, du coup, je pense que ça va être une discussion passionnante. Alors, le film a été réalisé et produit par Christopher Nolan. Je pense qu'on n'a plus besoin de
de le présenter, avec à l'affiche Cillian Murphy, que moi j'ai découvert dans la série Peaky Blinders, je pense que comme beaucoup de monde comme moi. Il y a aussi Matt Damon, et puis des caméos comme Josh Hartnett, il y a qui aussi Rami Malek, hein, je pense qu'on a d'autres aussi, cinéphiles. Je crois qu'il y a, voyons, comme il s'appelle le gars de... Il y a Robert Downey Jr. aussi. Oui, il y a Robert Downey Jr., mais il y a un autre nom, quelqu'un que j'avais déjà vu, mais je ne sais plus le nom américain. J'ai oublié la rôle féminine quand même, parce qu'il y a une rôle principale féminine, qui est Emily Blunt aussi, voilà, qui joue la femme de Oppenheimer. Et de tout ça, justement, on va discuter de ces rôles-là. Alors, c'est vrai, j'avoue qu'avec Christopher Nolan, ça fait partie de ces réalisateurs où je commence à avoir un petit peu un souci. Je les aime beaucoup dans la fiction, mais quand ils s'attaquent trop à des sujets de faits réels, de politique historique, ils me dérangent un peu parce que je trouve que des fois, ils ne savent pas faire la part des choses, c'est-à-dire en mettant trop de côté esthétique dans les films, et que du coup, ça empêche un peu d'avoir une vraie analyse de fond de ce qui s'est passé, et que du coup, voilà, il y a certains réalisateurs comme ça, comme Denis Villeneuve aussi, que j'aime pas du tout en politique, mais j'aime beaucoup dans sa fiction. Steven Spielberg aussi, par exemple, j'ai le même problème. Et c'est vrai que parfois, Sam Mendes aussi, quand il a fait 1917, voilà, c'est vrai que moi, comme le sens de la mémoire, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et d'ailleurs, on en parlait une fois, cinéphile, et c'est vrai qu'on se demandait si vraiment ça sert parfois à quelque chose, en fait, ces films-là, de rappeler ces faits historiques. Hein, parce que c'est vrai qu'en fait, on parle rarement, en fait, du fond des sujets, de ces sujets-là. Je pense que tu es assez d'accord avec ça, en fait. Oui, mais après, il s'agissait d'une opportunité pour le réalisateur de parler sensiblement du sujet comme ça l'intéressait lui. Ouais, oui. C'était pas, voilà, hein, il ne s'agit pas de rendre compte. Hein. D'ailleurs, il y a eu un documentaire sur Oppenheimer qui a été diffusé, je crois, très peu de temps avant la sortie du film, où il y avait même Christopher Nolan qui était interviewé et tout ça. Donc, c'était vraiment un documentaire sur Oppenheimer et sur la confection. Donc, ce qu'on pourrait se rapprocher plus du réel que ce qui est dépeint dans le film. Bon, si on veut du réel et l'actualité cinéma de maintenant nous le prouve avec Napoléon. Si on veut voir du réel, on regarde des docs, on regarde des bouquins, on lit des bouquins. Tout d'un coup, quand on s'en empare en fiction, en cinéma, on veut avoir un point de vue. Que ce soit un point de vue d'un Anglais sur un homme en France, comme Napoléon, que ce soit un Anglais sur un scientifique américain. Non, mais c'est sûr, oui, la prise de position est quand même importante de la part d'un réalisateur. Et c'est vrai que finalement, avec du recul, tu vois, de la part de finalement, ne pas avoir parlé de la souffrance des Japonais quand ils ont reçu la bombe atomique, finalement, c'est vrai que ça ne m'a pas tant dérangé que ça la deuxième fois, parce que c'est vrai que ce n'est pas le sujet, c'est la création. C'est un choix de vision. Voilà, encore une fois, c'est un choix de vision. C'est ça, et c'est vrai que voilà. Alors par contre, là où peut-être qu'il aurait pu s'en parler, c'est plus pour les gens qui ont travaillé dessus. Par contre, voilà, aux États-Unis et tout ça, il aurait peut-être pu en parler, mais voilà, c'est son choix aussi de ne pas l'avoir fait. En fait, c'est à la fois une biopic, mais aussi l'histoire d'un procès surtout. Hein. C'est la biopic, effectivement, de Oppenheimer, comment il est arrivé dans ce projet, mais aussi cet énorme procès qu'il y a eu entre Strauss et donc Oppenheimer. Voilà, c'est d'ailleurs, je crois que la fission, du coup, on dit que c'est Oppenheimer, et la fusion, on le donne plutôt, alors corrige-moi si je me trompe, hein, on dit que la fusion, c'est plutôt Strauss, c'est ça? Je crois que oui, fission, c'est Oppenheimer, et en effet, fusion, c'est Strauss. Ouais, c'est en fait un peu une thèse, antithèse, quoi. On peut voir ça. Je pense qu'il y a aussi le fait de séparer avec les couleurs et le noir et blanc. On veut essayer de créer une sorte de chaos dans le procès qui cerne tout le film. Le procès cerne vraiment l'intégralité. Là où, et c'est encore une fois là, un parti pris non seulement vis-à-vis de ce qui est dit dans le bouquin,
American Prometheus, mais Ouais. aussi vis-à-vis de sa vision à lui. Parce que quand on voit un autre film sur la création de la bombe, qui est le film de Roland Joffé, Les Maîtres de l'Ombre, Ouais. c'est la construction de la bombe, et le point final et la dernière scène du film, c'est Ouais. le test. D'accord. Et le procès n'existe pas, en fait, dans le film. Encore, ouais. Donc là, tu dis, ah bah là, c'est aussi un parti pris d'aller juste plus loin et considérer le test comme étant Ouais. c'est pas strictement sensu le milieu du film, mais c'est Ouais. une pierre comme ça qui va donner une bascule après dans le film. D'accord, bah, vachement intéressant du coup, parce que c'est vrai qu'effectivement, Christopher Nolan ne va pas uniquement à la construction de la bombe atomique, il explique même après ce qui s'est passé, quand aussi les Américains sont venus chercher le projet pour le terminer et puis qu'eux le balancent sur les Japonais, alors qu'Oppenheimer était vraiment contre, il se battait même à ce que ça ne soit pas réalisé et qu'il s'est aperçu en fait que c'était trop tard et que. Ouais. Il a vraiment construit une bombe horrible qui peut faire énormément de dégâts dans le monde. Puis bon, il y a eu aussi sur les îles, hein, à Tahiti aussi, il y a eu des essais nucléaires, etc. Enfin, c'est vraiment encore quelque chose de très d'actualité, en fait, cette bombe-là. Et c'est vrai que non, par contre, voilà, c'est vrai que ça, par contre, au niveau des jeux des acteurs, ils jouent tous très bien, peut-être un peu trop le caméo, quand même, ça, ça, c'était une des premières critiques, c'est vrai que négatives que j'avais faites. Très bien réalisé, hein, c'est normal, c'est Christopher Nolan aussi, hein, enfin, on ne peut pas lui reprocher non plus la manière de comment il raconte les histoires. Mais par contre, du coup, ouais, ce qui m'a un peu épuisé, c'est beaucoup de dialogue, du coup, et qu'effectivement, là, je me suis bien trompée. C'est pour ça que c'est toujours très intéressant de revoir les films, parce que c'est vrai que la première fois, comme je t'avais dit, qu'il m'avait vraiment laissé mis de côté, et que du coup, je n'avais pas réussi à rentrer du tout dans le film. Et donc là, quand je l'ai revu, je savais à quoi m'attendre pour le film. Ouais. Et donc, du coup, je me suis concentrée sur les dialogues. Et du coup, je me suis dit, non, mais c'est vrai, en fait, il raconte tout. Et en fait, c'est vrai, c'est un peu cette image-là, malheureusement, qu'on a de Christopher Nolan. On croit que ces films sont compliqués, mais c'est juste parce qu'il y a tellement d'informations en même temps qu'on a du mal à mettre les deux en même temps, en fait, quand on regarde ces films. Et c'est vrai qu'en fait, quand tu les revois une seconde fois, tu dis, non, mais en fait, tout y était, comme Tenet, comme S500 aussi. Enfin, voilà, c'est des films qu'il faut énormément suivre. Et c'est vrai qu'en fait, oui, tu avais complètement raison que et finalement, il invite le spectateur. Il fait même peut-être, alors dis-moi si tu n'es pas d'accord, il fait même peut-être un peu de la vulgarisation, finalement, en fin de compte. Alors, je me suis posé justement la question. Oui. Ouais, vas-y. Pardon. Je pense qu'il ne fait pas forcément de la vulgarisation, mais il utilise le jargon scientifique pour caractériser les scientifiques. Ouais, c'est-à-dire qu'on a un charabia, mais des fois qui dure voilà, une affaire de 2-3 phrases, hein, mais qui dit plus des choses sur le physicien même que sur la physique. Ouais. Quand on voit la formulation que font certains scientifiques par rapport à d'autres, la façon dont ils vont délivrer l'information scientifique à d'autres, eh bien, ça donne plus d'informations sur comment le comportement du scientifique que la physique pure, et voire même vis-à-vis du temps de temps de parole vis-à-vis de concepts de physique pure dans le film, c'est pas ce qui intéresse Nolan. Ce qui intéresse, c'est de comprendre, en fait, encore une fois, la politique vis-à-vis de cette physique qui cerne les scientifiques, que ce soit Heisenberg en Allemagne, qu'on voit au début du film, ou l'un des premiers élèves de Oppenheimer, Lomanitz, là, qui est le premier arrivé en cours, hein, et qui après va avoir quelques échanges, ou même, je crois que c'est Taylor, celui qui va faire la bombe, la bombe suivante, qui va perpétrer la chaîne. Justement, cette fameuse chaîne à la fin qui détruit le monde. Il en est aussi le responsable dans la continuité des travaux. C'est à chaque fois des discours qui mettent en valeur la psychologie du scientifique. Et c'est en cela, je pense que plusieurs fois, des scientifiques ont dit à Nolan que c'est peut-être le seul réalisateur actuel qui comprend les scientifiques. Mais il ne s'agit pas, quand on voit Oppenheimer, de comprendre comment fonctionne une bombe nucléaire. Ce n'est même pas le propos. Aussi, si on arrive à comprendre les phrases, ok. Mais c'est vraiment comprendre comment ces scientifiques peuvent travailler ensemble, ce qui les motive, quelle est leur façon de penser. C'est en cela qu'on en revient à l'idée de considérer Oppenheimer comme un film en interne.
Mais ça, c'est vrai. interne différent d'autres films qui présentent des points de vue internes. Hein. Il ne s'agit pas de faire vue à la première personne, hein, mais Ouais. d'essayer justement de créer en fait ce cocon où on est avec la psychologie du personnage principal. C'est ça, ouais, c'est vrai que c'est vraiment plus effectivement un côté psychologique des personnages parce que c'est tellement une pression qu'ils ont sur leurs épaules parce qu'il y a tout le monde qui les regarde, les politiques, l'histoire, les journalistes, etc. Ils sont tellement suivis par tout le monde. Puis aussi, du coup, ben, ça entrave aussi des problèmes de famille, comme c'est très bien démontré dans la vie de Oppenheimer avec sa femme, où c'est très compliqué. Et dans les autres aussi scientifiques, même si on le voit moins, mais tu le sens qu'ils se sont des gens en fait très seuls et qu'ils arrivent à tenir le coup, c'est parce qu'effectivement ils sont entre eux, ils se comprennent, ils savent de quoi ils parlent, mais c'est vrai que dès qu'ils sont dans le monde extérieur, du coup ils sont complètement perdus. Enfin, c'est des gens, c'est vraiment des types de personnes complètement différentes entre dans leur métier et finalement après dans la vie de tous les jours, quoi. Et ça, par contre, j'aimerais revenir aussi sur la femme dans les films de Christopher Nolan. J'ai vu une très bonne vidéo à ce sujet-là sur YouTube qui disait qu'en fait, c'est pas seulement avec le film Oppenheimer, c'est un peu comme Martin Scorsese, où Nolan, c'est vrai, et Scorsese met toujours un peu les femmes comme des femmes très possessives qui veulent tout contrôler, etc. Mais là, malheureusement, une petite boucle en retrait, mais là, en fait, ça va vraiment avec l'époque. Moi, je suis d'une famille. C'est vraiment avec l'époque et c'est pour ça que du coup moi ça me choque pas tant que ça finalement dans le film. Je suis d'une famille scientifique et moi c'est ce que me racontait une des collègues de ma mère, c'est que c'est le problème et même encore aujourd'hui les femmes ont encore énormément du mal à faire leur place dans le monde de la science parce que c'est très masculin, voilà, et ça c'est vrai que je trouve qu'au contraire c'est plutôt bien représenté finalement. C'est juste encore les scènes un peu de sexe que je vois pas trop l'intérêt. Bon, c'est assez discutable, on va dire. mais voilà, non, c'est vrai que voilà, il y a des réalisateurs effectivement qui sont comme ça, qui ont cette tendance à mettre effectivement les femmes un peu plus de côté, etc. Mais quand ça va avec l'époque, en fait, moi, ça me choque pas. Je sais pas ce que tu en penses, les femmes, mais moi, ça m'a pas choqué finalement plus que ça. Bah, moi, je trouve que c'est une continuité des rôles de femmes, que ce soit le personnage de Jean Tadlock que le personnage que la femme de... C'est Kitty, c'est ça? Ouais, alors c'est vrai que Catherine Oppenheimer, c'est ça? Ouais. Que ça soit sa femme ou sa maîtresse, Ouais. je trouve que ce sont des rôles qui sont typiques des rôles qu'on retrouve chez les films de Christopher Nolan. Donc pour moi, la continuité me semble logique et je n'ai même pas pensé à plus la questionner de ça que ça. Tu vois, si c'était vraiment différent du reste, oui, là je pourrais me dire tiens, il y a une drôle d'évolution là, c'est intéressant. Mais là, ça a l'air d'être totalement la continuité avec une femme qui se suicide, comme pas mal de films hein, de Nolan où on a des femmes qui ont des destins tragiques, pas forcément du suicide, mais qui se font tuer ou qui se suicident. En plus, là, c'est super ambigu parce qu'on ne sait pas si c'est elle ou si c'est quelqu'un du gouvernement qui s'en est occupé, parce qu'on a ce fameux plan là, presque vraiment un pauvre petit plan où on voit un gant, mais on se dit, tu vois, c'est tellement dans un flux d'images incertain, flou, émanant d'Oppenheimer, parce que c'est quand on le filme lui qu'il a après ses visions au montage qui viennent. Donc on peut se poser, mais d'où ça vient en fait ces images? D'où il vient ce gant? Est-ce que c'est Oppenheimer qui l'a mis sous la douche directement? Enfin, tu vois, il y a vraiment quelque chose d'assez fascinant dans ce montage. Et c'est en cela que c'est un film interne, c'est un film où il y a énormément d'images qui viennent directement de l'intérieur des personnages, que ce soit des souvenirs ou des images, tu sais, ces images un peu de résidus, de particules, tout ça. Donc en cela, on peut toujours questionner la nature de ces images, tout le temps. Alors, moi, après, le seul truc qui m'a un peu gênée, c'est... alors, pour moi, il y a un peu trop de musique quand même, elle me gonflait un peu parfois la musique. Mais ça, je trouve que c'est un peu le problème de manière générale des films de Nolan. Il ne sait pas faire des pauses, des fois, c'est ce qui manque. Sauf au moment de l'explosion, justement, de la bombe atomique. Ça aussi, on en avait parlé un petit peu en off, j'avais demandé... mais c'est vraiment vrai, ce décalage entre le bruit, le son et puis l'image. Et tu m'avais dit, oui, c'est vrai, enfin, c'est sur des kilomètres, oui, ça se voit. Hein. Voilà, donc il a amplifié, bien sûr, il a amplifié cet effet de distance pour que voilà, il y ait quelque chose
d'intéressant à jouer sur le décalage son-image. Hein. Ouais, Normalement, ouais, c'est plus instantané. En tout cas, là, à la distance où était Oppenheimer. ouais, Par rapport aux gens qui étaient à je ne sais pas combien de kilomètres, oui, là, il y a un petit décalage entre ce qu'ils voient et le son qui apparaît d'un coup après. Mais oui, c'est normal. C'est comme les éclairs. Hein. Tu Oui, vois tout à fait. l'éclair et 7 Ouais. secondes après, tu entends le truc. Quoi. Tu vois, c'est ça. Hein. C'est ça, tout à fait, ouais, complètement. Non, moi, je pense que là où il n'y avait pas forcément besoin de le faire, mais ça, c'est que mon opinion à moi, c'est ce passage en noir et blanc. Moi, il m'a plutôt gêné, ou quand il disait que, mais ça, c'était pour faire parler plutôt des images d'archives, mais je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de faire passer du noir et blanc en couleur. Enfin, je sais pas, moi, c'est surtout ça, voilà, qui m'a gêné, parce que je trouve le noir et blanc pas spécialement beau en plus. J'ai l'impression que c'est plus un filtre. Je ne sais pas ce que tu penses, toi, de ce noir et blanc. Ah bah c'est un noir et blanc moderne. C'est Ah pas, ouais, moderne, il ne ouais. s'agit pas de retrouver le noir et blanc des années 40. Hein, on n'y est Ouais, pas là. Hein. Mais c'est pas une critique négative que je formule. C'est un noir et blanc moderne. Comme on d'accord. a beaucoup de films en noir et blanc. Et c'est encore une fois pour distinguer l'interne qui serait la couleur via le récit d'Oppenheimer et Ouais, je veux dire le film tourné vers lui et un film tourné vers Strauss qui est en noir et blanc. Et il ouais. y a plein de parallèles qu'ils font entre le noir et blanc et la couleur plusieurs fois dans le film via Mmh, des coupes de montage, ouais, notamment la dernière là, qui a été remontée encore une fois sur Twitter où on a Strauss qui met son chapeau à la oui, fin du film et ouais, dans le plan suivant on a Einstein qui perd son chapeau. oui, c'est vrai. Ça, tu Il vois, c'est s'amuse encore le détail que j'arrivais pas à voir, hein, dans les films, il ça, s'amuse à faire plein de petits ouais, trucs comme ça pour faire dialoguer ou typiquement, tu sais, Oppenheimer qui dit quelque chose et plan suivant, tu as chose qui dit le contraire. ouais, Tu vois, c'est vrai. il va jouer sur des moments de résistance, des moments d'opposition entre ces deux parties-là, entre ces deux esthétiques-là, entre Ouais, cette absence de couleur. Et parce qu'on ne sait pas, on a du mal à cerner, tu vois, oui, Strauss, ce mmh, qu'il attend en fait de tout ça. Et c'est peut-être en cela qu'il est en noir et blanc, là où on rentre dans la tête d'Oppenheimer pour en discerner tout le chaos, ah, toute ouais, l'énergie, et en cela, la couleur, la vibration, parce qu'il y a plusieurs moments où le décor vibre autour de lui, toutes ouais, les vibrations colorimétriques d'énergie, de mouvement sont du côté d'Oppenheimer. Donc ouais. la couleur me semble plus... si on veut faire cette opposition noir et blanc couleur, le découpage comme il l'a fait me semble plutôt bienvenu. Ouais, d'accord, ouais, ouais, j'avais pas vu du tout, des choses comme ça, mais ouais, ouais, très très bonne, bonne proposition, d'interprétation. Et c'est vrai que pour une fois et ça c'est pas évident, hein, parce que Einstein tout le monde le connaît, hein, Mm. ça c'est énorme d'avoir réussi à le mettre en place et enfin à mettre, 2 ou 3 plans de nuit, mais toujours avec pas certaine pudeur, mais il en Un fait grand pas trop. respect, une Voilà, distance et un respect pour et l'icône que c'est. Hein. exactement, et ça, j'ai trouvé ça très fort parce qu'il y en a beaucoup qui auraient pu en faire énormément, avec et tout, et en fait, il y a ces 2 passages-là au début, enfin, voilà, un peu au début et puis la fin qui sont très, Ouais. très fortes, Tu sais, c'est un peu l'impression qu'on a. Enfin, ouais, c'est un peu une impression similaire quand il y a le petit gamin, enfin, le jeune homme dans The Fabelmans qui arrive dans le bureau, il y a John Ford. oui, Tu c'est vois, vrai, tu dis, wow, c'est la légende, tu vois, c'est un peu ça. c'est Donc, vrai. quand il est dans la forêt qui se retourne, quand il y a Tu vois Oppenheimer là qui dit Albert, Albert, et l'autre il se retourne, ah, monsieur Oppenheimer, comment ça va? Tu dis, wow, c'est Einstein. Tu vois, c'est un peu cette impression-là, on veut un peu nous sidérer par sa présence, quoi. c'est vrai et tu vois, moi, je trouve plutôt que, du coup, que Spielberg a plutôt raté son coup, mais peut-être me faire Oui, détester mais là, bon, mais après, il s'amuse en le faisant ouais, arriver avec un gros schmack sur la joue, tu vois. Bon, c'est un petit gag, mais l'idée de sidération d'être devant John Ford, c'est un peu la même chose, quoi. C'est une ouais, figure c'est vrai, connue, le visage est aussi connu, parce que tu peux très bien mettre un dit. réalisateur super important, si tu connais pas son visage, c'est pas Ouais. très important, mais là, Moi, John Ford, les je gens le l'avais pas connaissent, reconnu, hein, donc... encore une fois, comme je connais pas bien son cinéma, je connais hmm. pas trop le bonhomme, donc c'est en entendant les critiques des autres que je dis: «Ah, c'est John Ford, ah Ouais, d'accord». ouais, tu vois, c'est comme dans le mépris. Oh, il y a Fritz Lang, tu vois. Moi, je suis, oh, Fritz Lang, trop fou. Enfin, voilà. Ouais, non, ça c'est vrai que j'ai trouvé ça, vachement bien qu'il ait fait ça avec respect, bon, pour rendre un bel hommage à Einstein et c'est vrai que moi, comme je te disais en off, alors tu es peut-être pas forcément d'accord avec moi, mais comme je te disais en off, ça sera peut-être justement son prochain film à Nolan sur Einstein. Ah, je pense pas qu'il enchaîne comme ça. Ouais.
sur du scientifique. De toute façon, je sais qu'il fera Howard Hughes. Ouais. Ça, c'est un truc qui le fascine depuis le début des années 2000. Manque Ouais. de bol, Scorsese, il l'a un peu coiffé au poteau. Mais Ouais. c'est sûr qu'il fera quelque chose sur Howard Hughes à un moment, soit sur Ouais. sur la création de l'avion, là, le Oui. grand avion qui est connu, soit sur une la vie entière. Il y avait aussi un autre roman qui s'appelle, je crois, The Key of the Streets, dont D'accord. dont il était intéressé pour une adaptation. Je crois Ouais. qu'il a refusé récemment James Bond, mais Ouais. je suis sûr qu'il saura, en plus avec l'argent qu'il a dû se faire un max là, via son contrat avec Universal et le gros succès du film, je pense là, il va encore sûrement nous surprendre à faire Ah bah un autre film. ouais, mais c'est un réalisateur à suivre, hein, moi, malgré les Mm. défauts qu'on puisse le trouver, c'est vraiment, un réalisateur à suivre, surtout que voilà, il respecte, enfin, il a beaucoup de respect, justement pour les salles, pour, son locaux, en fait, et ça fait du bien. Comme disait ma prof d'analyse, qu'on Ouais, aime ou qu'on n'aime pas, c'est un cinéma qui ne laisse pas indifférent. Il y ouais, a des choses complètement, dans son cinéma qui interpellent. c'est ça, Tu vois le film, tu dis c'est pas réalisé par n'importe qui. Il y a quelque ouais, chose dans le film qui est différent dans le montage ou dans le traitement des complètement, couleurs. Euh, complètement. il y Et a quelque chose qu'on qui lui manque échappe pas. cruellement de savoir vivre avec son époque aussi. On est Mm. tellement cette nostalgie, voilà, des vieux réalisateurs, alors que dans le futur, qui sera Ridley Scott ou Martin Scorsese, ça sera Villeneuve et Nolan, hein, mais sauf que nous, on aura vécu le début de leur carrière, quoi. Mm. Donc, non, c'est vrai, finalement, c'est un très bon film. Peut-être un petit peu long, mais bon, ça, c'est discutable, mais non, les acteurs sont, par contre, voilà, sont tous très bons. Ça, c'est peut-être même peut-être la première fois où je ressens vraiment une bonne gestion des acteurs. Alors que pourtant, il y a énormément de personnages, et il n'est pas toujours bon quand il y a énormément de personnages. Et là, je trouve qu'il les a vraiment tous bien gérés. Je ne sais pas toi ce que tu en as pensé, mais les acteurs sont plutôt bons, je trouve. Je crois qu'ils ont, d'après toutes les interviews que j'ai pu avoir d'eux, ils ont Ouais, eu un énorme plaisir à travailler avec lui. ça se sent. Tu sens ils avaient en même temps été très guidés et ils avaient Ouais, quand même de la marge pour faire des choses. Donc il y a un tout à fait. équilibre délicat à opérer et j'ai l'impression que tout le monde est très enchanté. J'ai Ouais, jamais eu des gros problèmes. Comment dire, généralement, j'ai pas vraiment de problème avec le jeu d'acteur puisque c'est un environnement que je ne connais pas du tout. Donc moi, ouais. j'ai pas de grille pour juger. Pour moi, ça paraît compliqué. Mais là, sur les retours donnés par les acteurs, ils étaient tous enchantés et je crois que ça se voit Oui, de donner. Tu vois, il y a de la matière à tout à fait. donner. Parce que Ouais. tu disais justement, il y a beaucoup de dialogues. Je pense que les acteurs sont bien contents. On nous donne des choses à dire, tu vois, et pas des choses à la con. Oui, C'est des dialogues écrits. ouais, Nolan, c'est un littéraire. ouais, C'est quelqu'un qui puise aussi des références dans la littérature, ouais, notamment une littérature déconstruite. C'est aussi pour ça, tu te dis, tiens, c'est drôle comme ces films sont constamment déconstruits, ouais, cycliques. Il y ouais, a quelque chose de très perturbant parce qu'on n'est pas forcément habitué à cette lecture de films. Et Nolan, je me rappelle, je crois que c'était pour le Combini, citer des œuvres littéraires d'accord. qui l'ont influencé pour une écriture, voilà, typiquement comme on voit dans Oppenheimer. C'est des Ouais, littératures, bien sûr, que personne ne connaît ça, quoi. Mais c'est une part importante de son influence quand il fait de l'art, la ouais. littérature. C'est comme Malik, hein, avec Oui, oui, des poètes américains, genre on n'en a jamais entendu parler. Il y a une, je veux dire par là plus clairement que sans malheureusement connaître, parce que moi je ne lis pas malheureusement, mais je vois ouais, passer les noms, ouais, une grande partie des réalisateurs ont aussi des références littéraires. Et ça, ouais, forcément, c'est plus difficile à approcher pour des gens qui ne regardent que des films, comme voilà, sur YouTube, on fait de la critique de films, mais on ne se ouais, pose pas la question des références littéraires. Et tout à fait. certains, comme Nolan, ont une énorme culture littéraire. Et Ouais, ça se retranscrit à un moment oui, ou à un autre. ouais, Tarantino aussi, hein, ça se ressent qu'il aime beaucoup Mmh. lire, enfin, ses dialogues, c'est vraiment des dialogues écrits, quoi. C'est pas dit n'importe comment, il sait très bien les placer aussi. Non, ça, c'est vrai qu'on a de très bons auteurs par rapport à ça, et ça fait du bien, quoi. Ça change de certains blockbusters où tu as l'impression qu'ils sont en train d'écrire ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, Non, mais c'est juste. ce que je veux dire par là aussi, c'est que tu vois, on vante souvent des réals qui sont des réalisateurs purement visuels ou qui Ouais, s'expriment que par la mise en scène. Tu vois, on c'est parle vrai. souvent de Spielberg assez facilement ou même de Palma, qui sont des Ouais, réalisateurs qui
comme ça quand on les voit, ne semblent être que guidés par le cinéma. Mais il y a Ouais. des réalisateurs qui sont tout aussi valables, qui sont guidés plus par la peinture ou Mmh. par la musique Ouais. ou par la littérature et pas forcément par uniquement le langage du cinéma. Mmh Ils mh. se retrouvent à maigre, comment dire, à plus petite touche Ouais, dans le film. ouais Là où et du d'autres l'embrassent complètement, où c'est un torrent visuel, enfin qui est très brillant, hein, ouais. mais voilà, qui est uniquement dans le registre du 7e art. Là où d'autres exploitent d'autres fibres. Et je pense, que c'est pour ça que Nolan, il peut continuer encore à évoluer parce que c'est vrai que des fois, voilà, il n'arrive pas toujours à mettre encore, l'image et le dialogue encore ensemble et c'est vrai que ça, je pense qu'il va encore et encore s'entraîner à travers ses films. Ça, j'avais beaucoup aimé la réflexion de l'ami Microciné qui disait que c'est vrai que, bah, en fait, ce film-là, c'est Nolan qui t'explique comment on va faire un film et moi, c'est ce que j'avais dit dans Babylone, c'est qu'en fait, des réalisateurs, ce sont des scientifiques. Ils sont toujours perpétuellement à la recherche de, voilà, de côté esthétique, mais comment aussi le mettre avec l'histoire, etc. Et ça, c'est vrai que c'est des recherches, mais à l'infini, quoi, pour essayer de rendre le meilleur film possible, en fait, quoi. Oui. Et ça, c'est ouais, du travail. Et c'est vrai que c'est pour ça que alors c'est vrai que moi j'ai tendance à critiquer beaucoup la forme. Je suis beaucoup plus donc c'est vrai beaucoup plus littéraire, beaucoup plus dans le réel aussi. Je m'aperçois de plus en plus. Et ouais c'est ça, c'est perpétuellement de la recherche, de continuer ouais, s'enrichir, à aller plus loin. Et c'est vrai que Villeneuve et Nolan pour moi ne sont pas encore au bout de leur carrière et que il a encore des choses à prouver et du coup voilà c'est vrai que c'est pour ça que aussi c'est ce que je dis quand même il y a aussi le côté de l'écriture qui est une signature artistique. C'est pas Oui, c'est ça. Ouais. Bon, alors autant moi, je trouve que Villeneuve, je vois pas son évolution dans son cinéma, mais ça c'est une autre affaire. Bon, Nolan, c'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup par famille. Ouais. Tu vois, il a des collaborateurs récurrents. Ouais. C'est en cela que je disais, il fonctionne beaucoup par famille. Oui, il est clair que là, son cinéma a pu évoluer dans une sorte de formule qui est bien à lui. Ouais. Que ce soit l'utilisation technologique de tel type de caméra, les montages qui sont de plus en plus affinés parce qu'ils sont de plus en plus performants aussi. Non, mais ils sont de plus en plus chaotiques. Ah oui. Enfin, ils nous brouillent de plus en plus le passé, le présent et le futur. C'est vrai. Et le traitement de la couleur, il assume de plus en plus le fait qu'il est daltonien. Ah oui. Il y a très peu de couleurs rouges dans ses films. Ce qui était très surprenant avec Tenet, justement, c'est de voir tout d'un coup une couleur rouge très vive. Donc voilà, c'est aussi tout d'un coup être beaucoup plus lui-même parce qu'il a aussi du succès et qu'il peut s'assumer vraiment. Voilà, moi, ma vision, c'est ça, tout simplement. Ah ouais, oui, c'est vrai que c'est peut-être un détail qu'on ne dit pas assez, qu'effectivement, Nolan est daltonien et c'est pour ça qu'effectivement, c'est sûrement un degré pas très important. Non, parce qu'il y a des degrés différents. Ouais. Quand j'avais entendu l'interview, non, c'était une masterclass pour le British Film Institute. La personne lui avait posé la question, il avait répondu oui, je le suis, mais il n'a pas dit à quel niveau. Donc, je ne sais pas à quel point ça entache sa vision, mais il est clair que quand tu vois Nolan qui surveille les couleurs de ses costumes dans The Dark Knight, il regardait les différentes teintes de violet pour le costume du Joker. Tu sens que c'est quand même quelqu'un qui veut, tu vois, il veut que ce qu'il voit lui, que ça soit à l'écran. Il ne va pas laisser ça, la décision de la couleur du costume au service costume sans s'en soucier. Non, c'est quand même quelqu'un qui vérifie les couleurs. Donc, on a vraiment littéralement sa vision à l'écran. On ne peut pas faire plus interne que ça, en fait. Mais du coup, on peut comprendre aussi son côté un peu sombre et froid parfois de ces films, en fait. Le gris, le bleu et le brun, oui, ils sont des dominantes dans les couleurs. En tout cas, pour Tenet, ça c'est clair. Hein.
Et Inception aussi, hein, c'est très bleu. Enfin, tu sens que c'est très bleu, donc un peu froid aussi. Alors après, là, c'est peut-être moi, mais le côté froid, moi, je le trouve pas si clair que ça, en fait, de le percevoir, parce que la musique réchauffe énormément le Oui, film. Et je pense ouais. que c'est en cela, parce que les nappes sont ont beaucoup de basses, elles ont une grosse puissance énergétique. Alors, il ne s'agit pas de mélodie à proprement parler, il s'agit plus de nappes et de sound design. C'est le Ouais. travail qu'a fait Nolan pendant toutes ces années, c'est que tout d'un coup, il fait glisser la musique avec son collaborateur Hans Zimmer, il fait glisser la musique vers autre chose. Et je trouve que Ouais. ça réchauffe. Tu C'est parlais vrai. de l'image était froide. Je trouve que le son est extrêmement chaud. En fait, il est bouillant C'est vrai. le son par moment dans le film. C'est vrai. Quand tu as c'est cette séquence au début du film où il y a le personnage de Kenneth Branagh qui dit Can you hear the music? Ouais. Et tu as tout d'un coup Oppenheimer qui est dans différents endroits culturels ou même religieux qu'il teste, tu sais, en lançant des pieds de verre. Ouais. Des verres à pied, pardon, des verres à pied contre le mur et qu'il essaye de connecter avec les images qu'il a dans son esprit. Tu as une musique très, très chaude, très, très vivante, très énergétique. Et ça donne tout d'un coup de la chaleur à l'image qui est bleue, grise ou brune. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que du coup, la musique, comme quoi, un sens chez Nolan, et c'est pour ramener de la chaleur, en fait, à travers l'image, quoi. Ouais, c'est très bonne Après, idée. si quelqu'un dans les commentaires pourrait m'expliquer ce que c'est qu'une musique froide, moi, ça m'intéresserait. Mais moi, en tout cas, je l'aperçois dans la plupart des grands moments du film, ça Ouais, réchauffe énormément, que ce soit ouais. les moments de tension ou les moments de panique. Tout d'un coup, la musique, elle te prend, tu vois. Et ça, c'est Ouais, peut-être en cela tu avais évoqué le problème de mixage ou que la musique était trop forte. Je pense que c'est précisément dans cet outil en salle, parce que c'est des mixages de salle, hein, ouais, que complètement. des fois on se retrouve en Blu-ray, on se dit tiens c'est bizarre, oui mais parce que c'est du 5.1 et nous on l'écoute sur un écouteur, bah oui bien sûr que le son il va être déréglé, mais il faut pas oublier qu'il y a des différents mixages pour le Ouais, Atos, pour l'IMAX, et c'est des choses qui sont difficilement comment dire modifiables, je pense, pour des ouais, versions Blu-ray. Alors je sais pas du tout les transpositions et les compromis qu'ils doivent faire, mais l'impression que tu as en salle, ils essayent de remettre la même impression en Blu-ray, et c'est en cela que des fois les gens n'ont pas l'équipement sonore nécessaire pour tout à rendre fait. compte de Ouais. ce que tu Non, dis. alors moi, c'est pas forcément trop fort que je disais, mais plutôt il y en a beaucoup. Bah, tu vois, des Oui. fois, ça laisse pas un peu, enfin, des fois, il devrait un peu laisser reposer, mais ça, bon, c'est que mon opinion à moi, bien sûr, hein, mais Mais c'est vrai qu'il y a des fois, ouais. je pense que ça va avec le montage. Il y a Ouais, énormément de scènes et la c'est musique vrai, permet de faire le lien de scène, tu vois, de c'est faire vrai, plusieurs ouais, petites scènes qui forment une grande scène. Et cette grande scène, tout est allié par la musique. ouais, Quand ils vont recruter les scientifiques, comme je disais avant avec Can You Hear the Music, tu as plein de petites scènes. S'il c'est n'y avait vrai, pas de musique, ce serait vraiment chelou comme séquence, tu vois. Ou la séquence de la construction de la ville, ouais, ou la séquence, voyons, de fin. oui, Quand on découvre le dialogue, la musique permet d'être un peu le collant à ce montage ouais. qui désoriente dans un premier temps. Parce que moi, j'adore ce moment où, à la fin, tu sais, quand il va faire son discours Ouais. devant son public, il n'y a plus de musique, il y a juste son discours. Et même, à un moment donné, il coupe carrément tout parce qu'en fait, il perd un peu conscience, mais il est quand même là. Et c'est vrai que je trouve ce moment très fort avec le jeu de couleurs des images, la mise en scène. Je trouve que c'est un des plus beaux passages de ce film, ce passage-là. Oui, mais je pense, tu vois, que il fonctionne par fulgurance dans ses Ouais, films. Les films plutôt semblent un peu austères comme ça dans la façon dont c'est filmé. Il y a beaucoup de dialogues travaillés sur des axes et tout ça. Et tout ouais. d'un coup, tu as le film. C'est pas vrai. Alors, je suis désolé. Attends. Ah, Il faut que je prenne cet appel. ah, Excuse-moi. ah, Je me d'accord. mute. Il faut que je prenne. Ouais. Je suis là. Ouais. Je suis absolument désolé, mais j'étais TF1, tu vois, donc j'étais obligé de. Ah bah, comme Je quoi. pense que tu sauras couper Oui, 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 t'inquiète pas. le tronçon. Donc, qu'est-ce Ouais. que je disais? Alors, on parlait de cette scène à la fin, quand il monte sur l'estrade et qu'il parle au public, mais qu'on Oui, n'entend plus la voilà. musique. Oui, je disais que voilà, il avait une mise en scène un peu austère, mais qu'à un moment ou à un autre, tu as des moments de fulgurance dans sa mise en scène, dans le traitement du son. Et je trouve que c'est plutôt
je trouve que c'est plutôt, c'est pas fort, mais c'est plus intelligent de le faire de cette façon que de mettre les potards à fond sur la mise en scène tout du long d'un film, au Ouais, point que tout devient important. ouais, tout Tu à vois, fait. parce que tout est énergiquement mis en scène. Oui, Là où d'autres sont plutôt, certains pourraient parler de mise en scène molle, mais ouais, une mise en scène qui ne se voit pas, c'est un montage invisible par exemple, et tout d'un coup il y a une scène où ça s'écarte du sentier, tu vois. ouais. Et je trouve qu'en effet cette scène, tu fais bien de rappeler, s'écarte un peu du sentier sur le traitement des visions internes Ouais, et le son. ouais, c'est ça. Ah, moi, je trouve pas forcément mou, mais c'est rencontré avec beaucoup de retenue, hein. Enfin, Mm. voilà, c'est plutôt ça. Oui, Enfin, retenu, oui, ouais, ouais, c'est bon c'est, terme. ouais, ouais. Non, non, c'est franchement, c'est finalement, comme quoi, c'est voilà, je ne dirai jamais assez, c'est toujours intéressant de revoir les films, surtout quand on est mitigé, quoi, pas toujours tout de suite les condamner. Voilà, je sais que moi, il y a des films comme ça que je reverrai parce que je sais que c'était pas le bon moment quand j'ai vu le jour de sa sortie. Et voilà, et c'est vrai qu'avec Nolan, je crois que je ferais plus comme ça maintenant avec ces films parce qu'effectivement, je crois que la première fois quand on voit ces films, c'est la découverte du film. Et Oui. après, le deuxième visionnage, comme on sait ce qu'on va voir, mais en fait, c'est vraiment la lecture même du film. Et moi, en fait, en vrai, j'adore ça, quoi. Mais il faut que j'en ai plus, quoi. Là, c'est un peu mon problème quand je me fais un parage comme ça. Ouais, bon, c'est quand même 3 heures et tout. Ouais, enfin, voilà, il faut trouver la motivation et le temps aussi, surtout pour Ouais, mais réviser. tu découvres émotionnellement le film, c'est vachement bien, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, mais c'est ce que je me dirais maintenant pour les Et prochains. si le film a eu un tel surplus d'émotion, bah, la deuxième fois, tu as encore de l'émotion. C'est ouais, Tu vois, tu as complètement. encore des Ouais. sensations de dingue et tout ça. Moi, j'avais vu le George Miller, le Mad Max Fury Road une fois. J'étais là, oh, c'est trop bien. Je crois que je l'ai vu dans la semaine avec des copains et la deuxième fois, c'était aussi Ouais, fort que la première fois. Donc, je me dis, le film, il délivre vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'un coup. ouais, Donc, c'est encore une fois par couche. Bon, en plus, oui, là, je l'ai vraiment enchaîné, donc le recul est difficile. ouais, Là, Oppenheimer, tout ça, c'est assez. J'ai ouais, aussi bien bossé dessus pour ma critique, donc la vision, et les arguments aussi ont été rodés depuis, ouais, c'est ça, tout à fait. avec ce que j'ai pu lire et ce que j'ai Ouais, entendu. ouais. Ben voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur le film. Moi, J'aimerais revenir sur l'idée de l'esthétique et du fond. ouais, De fond vas-y. et forme. Ouais, Tu disais que, voilà, que peut-être il y a des cinéastes, peut-être dont fait partie Nolan, qui mettraient beaucoup dans l'esthétique et peu dans le fond. ouais. Ce sont des films historiques politiques, hein, je dis Oui. bien. Et est-ce que tu aurais d'autres exemples qui te sautent aux yeux vis-à-vis de cette question ou vis-à-vis de ce que tu peux reprocher? À propos de Nolan ou d'autres Ou non, réalisateurs? des gens qui mettraient tout dans l'esthétique Alors, et peu Villeneuve, dans le fond. justement, comme avec Incendie, je trouve que par exemple, c'est beaucoup dans l'esthétique, alors que c'est un fait réel aussi. Et c'est Mhm. l'histoire ouais, justement, du metteur en scène. Enfin, c'est à la base une pièce de théâtre, d'une histoire ouais, de cet auteur de pièce de théâtre. Mhm. Spielberg, par exemple, avec ses films comme Munich, La liste de Schindler, voilà, par rapport à ça. Est-ce que tu mettrais dans la même catégorie les films de Oliver Stone du style Nixon ou JFK? Je crois, parce que il y avait JFK il n'y a pas très longtemps sur Arte, et j'ai revu, et je sais pas, j'ai senti ouais, le même reproche que je pourrais faire sur ce genre de film. Parce Ouais, que tu penses que l'esthétique ne pourrait pas naviguer le fond, ne pourrait pas c'est servir de ça. bateau pour le fond? Ouais, au bout d'un moment, c'est ça, quand il y a trop d'esthétique, on a du mal du coup à vraiment voir le fond du sujet en fait. Mm. Tu vois, en tout cas, c'est ce que je ressens dans ce genre de film sur des faits historiques et politiques. Oui, Voilà. d'accord. Ouais. Mais voilà. Oui, mais Non, tu mais vois, la là, conclusion du débat vis-à-vis, prend la forme ouais, va ouais, mais vraiment arriver vis-à-vis de en Nolan, janvier. Donc, vis-à-vis de du coup, Nolan, j'ai du mal, pardon, à voir un exemple concret dans une scène même qui poserait problème vis-à-vis d'un fait historique évoqué dans cette même scène. ouais. Tu vois, Alors, oui, alors, ouais. le fait qu'il ait mis en scène le Trinity Test, voilà, avec du suspense, Ouais. pour moi, ça ne pose pas un problème vis-à-vis de la réalité, où les D'accord. gens n'étaient pas sûrs de comment la bombe allait être déclenchée, et si elle allait déjà se déclencher.
Ouais. et quel effet ça aurait donné. Donc Ouais. il y a autant, je pense, à l'époque, une angoisse quand le déclenchement va se faire, que la retranscription via des artifices de cinéma, la musique, le montage, les plans, dans Ouais. le film de cinéma. Pour moi, les deux s'accordent en fait. D'accord. Ok. Je prends cet exemple parce que c'est un événement qui a eu lieu, qui est même qui a été un petit peu filmé, qui est concret. Et je pense pas qu'il ait fait, tu vois, qu'il y ait un décalage entre le fait, Ouais. l'événement et la façon dont on le met en scène. Et d'ailleurs, les deux versions, hein, que ça soit dans Les Hommes de l'ombre de Roland Joffé, où là, Ouais. carrément, il met Casse-Noisette, tu vois, avec le truc qu'on entend dans Fantasia, là, enfin, je veux pas chanter, mais où il y a vraiment un énorme travail de suspense, avec les mecs qui sont là vraiment accros, avec des comptes à rebours, on n'en voit pas le bout, Ouais. et où Nolan avec quelque chose d'un peu plus classique. Ouais, d'accord. Ok. Non, mais c'est super intéressant, ça. C'est toujours des débats à l'infini, quoi. C'est notre ressenti après personnel, quoi. Oui, Voilà, mais que mais par exemple, tu vois, j'avais pas trop aimé Dunkerque par rapport à ça, tu vois. Oui, mais que le ressenti personnel ne soit pas une façon de se cacher derrière le manque d'arguments. Tu vois, Ouais, moi, je connais ces arguments, enfin, ces débats où les gens ils disent ah, mais c'est ton ressenti. Et finalement, qu'est-ce que tu veux débattre en face de ça quand le mec il se ouais, cache derrière le ressenti? Moi, je suis pas là pour faire Verdun, en fait. À un moment, si les gens s'engagent dans un débat, c'est qu'ils ont des choses à dire et des choses ouais, à argumenter. S'ils ouais, n'en sont pas capables, soit ils le disent et l'autre en face comprend tout à fait cette position, soit ils argumentent, quoi. Mais se ouais, cacher derrière « Ah, c'est mon ressenti », c'est sûr que ça va pas faire avancer le schmilblick, quoi. ouais, ouais, Euh, je comprends. Vis-à-vis de Dunkerque, oui, alors là, on en revient, et d'ailleurs, je pense qu'il y a un lien entre les deux films vis-à-vis de ces compartiments de narration, tu vois, Ouais, fiction, enfin, pardon, fusion, fission, et dans Dunkerque, il y a eu aussi un compartiment par temps, le choix du temps. ouais, C'était one week, 1 hour, ou un truc comme one day, un truc comme ça. d'accord. Là, il fonctionne aussi de la même façon. Je pense que même s'il fait un Ok. Ouais, troisième film de cet ordre, on pourra vraiment parler d'une trilogie, hein, sur la guerre. ouais, Pour moi, bon, c'est vrai qu'au début, je trouve pas le terme. Ça déroute un petit peu. ouais, Mais je trouve que ça correspond totalement à encore une fois, le mariage des points de vue. ouais, On est en interne. Alors on peut pas être plus en interne que ça dans Dunkerque, puisque le point de vue de Tom Hardy, on est constamment dans le cockpit, hein. On ne quitte pas l'avion, en fait. c'est clair. Même, tu vois, quand on est hors du cockpit, il y a la caméra qui est posée sur une aile d'avion. Tu vois, on est Ouais, vraiment collé à lui, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui continue à nous donner d'ailleurs, ce qui est presque frustrant quand on est habitué à un cinéma de spectacle où la caméra est très libre via les ouais, effets spéciaux, on voit que Nolan se colle au réel, en fait. Il colle sa caméra sur le vaisseau dans Interstellar, il colle sa caméra sur les ailes de son avion dans Dunkerque ou sur les bateaux. Il ne sort pas pour faire des espèces de mouvements de grue invraisemblables qui seraient des mouvements virtuels. Et je pense qu'en cela, justement, le montage à promptement parler chaotique rend compte de ces différents points de vue, parce qu'on a quand ouais. même 3 grands points de vue dans cet événement-là. Il a voulu les épouser tous les 3, mais avec cette temporalité, ce traitement du temps qui lui est cher, hein, et qui D'accord. continue à affiner dans ses films suivants. Le Ouais, traitement du temps, c'est un ouais. paramètre qui est peut-être le paramètre le plus important qu'il traite dans ses films. Ouais, et depuis son premier film, hein, avec Memento, c'était déjà le temps, Absolument. hein. Oui, C'est le fait que le temps ne se déroule pas de façon chronologique dans le récit qu'il narre chez ouais, Nolan. C'est vraiment un truc qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas la couleur, ce n'est pas. Je suis presque content qu'Oppenheimer n'ait pas de scène d'action, parce oui, que au c'est vrai. filmage, Nolan est un peu Ouais, ouais, pas très précis dans les scènes d'action, mais c'est au montage qui domine tout, hein. Nolan, par rapport aux autres contemporains, Nolan a un oui, c'est un très montage bon monteur. éminemment Ouais, contemporain, même peut-être un peu trop. ouais, Il perd un peu. Je veux dire, ouais, j'ai jamais vu ailleurs des montages qui mêlent autant les temporalités que chez lui, hein. oui, tout à fait. Jamais à ce point-là, sur une si grande durée, sur une narration comme ça, où Ouais, le passé est autant que le futur que le présent. Tu n'as ouais. aucun moyen de discerner le passé du présent, du futur. Quasiment. Dans Mmh. certains films, tu dis, mais cette image, elle vient d'où?
Tu vois, vraiment, tu sais, avant, il y avait un langage pour amener le passé à se révéler, tu sais, avec des fondus ou un travelling vers le regard du personnage, Ouais. ou la musique, ou des distorsions sonores. Il y avait un arsenal. Et avec le cinéma contemporain, dont Nolan a quand même pas mal pratiqué les nouveautés, Ouais. le passé apparaît comme ça, c'est même pas un flash, je peux même pas utiliser le mot flash, Non, tout à c'est une fait. image instantanée en fait, Ouais, c'est ça. qui se distingue absolument pas de l'image présente. Et oui. Et ça, je trouve ça très contemporain. Oui, et que finalement, alors il dit que le procès, c'est des images d'archives, mais justement, il a fait finalement, ça c'est vrai que je suis revenue sur ça, il a fait justement l'intelligence de pas forcément récupérer les images d'archives de ce procès, parce que moi, justement, là où je suis pas tellement d'accord avec monsieur Godard, que c'est pas parce qu'on met des images d'archives réelles que ça rend forcément meilleur un film. Ça, tu vois, je suis pas vraiment d'accord avec ce genre de sujet. Ce genre de propos, non, on peut jouer avec les images d'archives. D'ailleurs, Blonde, par exemple, qui n'a rien à voir, c'est pas de lui, Blonde, c'est complètement un film d'archives, mais extrêmement bien utilisé, quoi. Il n'a pas eu besoin forcément toujours de récupérer des images d'archives des magazines, etc., quoi. Non, je crois qu'il faut réinventer, c'est ça, ce côté comment utiliser des images d'archives. Oui, des images souvenirs plus que... Ouais. C'est ce que faisait Blonde. Et on reprenait des images connues d'archives ou de photos et on les retravaille en réel. C'est en cela que tu vois, Blonde, c'était intéressant parce que c'était l'adaptation d'un livre sur une vie fantasmée de Monroe. C'est ça. Et le décalage que fait Andrew Dominic, c'est on prend une image connue, mais on va la recréer. C'est-à-dire, on va pas la reprendre. Non, on va la recréer. Donc, c'est une recréation des personnages, aussi bien dans le travail de l'autrice sur Marilyn Monroe que Andrew Dominic vis-à-vis du personnage. Donc, c'est tout à fait aligné, en fait, sur on va dire, la démarche du bouquin. C'est ça. Et puis, comme on dit, il y a des passés, en fait, que c'est hier, quoi. Enfin, tu vois, quand 40 ans et 30 ans ou 50 ans, enfin, c'est juste hier, quoi. Nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est dans le aujourd'hui, mais quand on y pense avec les dates, c'est pas si lointain que ça, en fait. C'est hier, quoi. En fait, c'est hier. Je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de cinéastes qui sont intéressés pour faire parler ce passé qui leur est encore un peu... qui leur est pas encore totalement étranger. Je pense que dans 30-40 ans, parler de la Première Guerre mondiale ou de la Deuxième pour des jeunes générations, ce sera beaucoup plus difficile. Alors que peut-être les gens viendront plus naturellement vers guerre d'Irak, 11 septembre, ou que sais-je encore, qu'est-ce qui va nous arriver. Certains conflits qui seront plus clairs pour eux parce qu'ils l'auront vécu. Donc, plus on avance, plus les choses vont se déplacer. C'est tout à fait normal. Donc, les sujets aussi. Donc, je ne veux pas dire que Oppenheimer, c'est parmi les derniers films sur ces événements-là. Je pense que non. Mais plus on avance, moins on en verra. C'est évident. Bien sûr. Donc, bien sûr. Voilà, je trouve que c'est encore intéressant de voir comment on peut épuiser le sujet, comment on peut travailler ça. Là, tu as eu récemment, l'année dernière, je crois, le film là, À l'Ouest, rien de nouveau, sur les guerres de tranchées, fait par un Allemand. Là. J'ai pas osé le regarder. Là, on est encore sur d'autres traitements que la version des années 30, qui était beaucoup plus proche de la guerre des tranchées. Là, le film c'était quoi? C'était Milestone, je crois, qui avait fait le premier film en 33, je crois, qui est... Alors, il explose complètement le film de Netflix, le film allemand là, qui est sorti. Mais parce que c'était beaucoup plus proche de la Première Guerre mondiale. Donc, le mec sentait les nécessités de son récit par rapport à un événement qui n'était pas très loin. Là où maintenant qu'on a laissé couler de l'eau sous le pont, je crois que c'est ce qu'on dit, il y a des choses, des scènes qui ne sont plus dans le film par rapport à la version des années 30. Donc tu vois, tout d'un coup, il y a des mentalités qui changent, il y a des choses qui s'apaisent, parce qu'on a aussi de la mémoire dans les images. C'est en cela aussi que dans Oppenheimer, on ne montre pas la bombe sur Nagasaki, on ne montre pas les images des Japonais qui sont brûlés ou qui ont des radiations. Ce n'est pas nécessaire parce qu'on les a vus, parce que Nolan considère que son spectateur contemporain
s'est approché de ces images par pulsion morbide de voyeurisme ou Ouais. parce que ça a intéressé de façon historique ou autre. Ouais. Il est conscient de son spectateur. Et puis, comme j'ai dit une fois récemment là, dans un repas, par exemple, on parlait de la guerre du Vietnam et tout, et ma mère qui disait oui, mais le problème des films américains, c'est qu'on ne voit jamais la vision des Vietnamiens et tout ça. Et j'ai fini par lui dire, mais maman, c'est normal, ils ne peuvent pas raconter ce qu'ils ne connaissent pas, ils racontent la vision des Américains et qui est totalement différente. Et là, c'est pareil, là, ils racontent effectivement l'histoire de Oppenheimer, donc c'est la vision de Oppenheimer et pas tout ce qui s'est passé autour, quoi. Bien sûr. Donc, ouais, ça, on a un peu de mal des fois à faire la... Et les Japonais racontent leur propre vision de comment ils ressentaient les choses. Quand tu vois Godzilla, hein, c'est une approche qui est la leur. Hein. Ou Akira, Akira aussi dans les mangas, c'est complètement la bombe atomique aussi. Oui, voilà, ou Akira, c'est leur façon d'exprimer ce qu'ils ressentent. Ou l'attaque des Titans récemment qui s'est terminée. La Seconde Guerre mondiale. Le traumatisme des pertes et après l'envie de vengeance qui doit être réprimée ou non. Il y en a quand même un qui a osé le faire, c'est Eastwood. Ah bah oui, son diptyque là. Ouais, c'est ça, où il a fait la vision américaine et la vision vietnamienne, c'est ça? C'était vietnamien ou japonais? Je ne sais plus. Japonais. Je ne sais pas, par contre, comment il s'est entouré pour aborder ces deux visions. Là, je ne sais pas exactement, mais je suis sûr qu'il a essayé de faire au mieux de son côté. Oui, absolument. Et ça, c'était audacieux. Hein. C'était une bonne idée. Ouais. Je ne sais plus s'il y a vraiment des scènes qui se répondent réellement parfaitement. Ouais. Tu vois, s'il y a vraiment des liens parfaits, mais je trouve que c'était une très bonne idée de l'opérer comme ça. Tout à fait, pareil. Ouais, ça a été une belle découverte, ça aussi. Enfin, voilà, je pense que c'est ça, il faut respecter au mieux. Moi, en fait, ça ne me dérange pas tant qu'on ne fait pas du révisionnisme. Moi, c'est le révisionnisme, en fait. Alors, on s'extirpe doucement d'Oppenheimer, mais qu'est-ce que tu penses, alors, dans ce cas-là, de cette série documentaire qui a été produite il y a quelques années, je crois qu'il s'appelle Apocalypse? Tu sais, narré par Kassovitz, là, avec les images d'archives qui ont été ressonorisées et tout ça, et mis en scène pour du... Alors, tu devrais regarder ça. C'est techniquement ultra impressionnant, parce que c'est quasiment, je crois, quasiment que de l'archive, voire exclusivement de l'archivage, mais qui a été beaucoup travaillé pour narrer. C'est pas vraiment comme un film de fiction, mais avec des artifices qui engagent. Je devrais le formuler comme ça. C'est de l'archive qui a été monté dans un métrage qui engage le spectateur d'une façon assez impressionnante. D'accord. Moi, j'essaye de voir ces docs, parce que là, tu vois, c'est entre le réel, parce que c'est un véritable filmage d'époque, et en même temps, il y a plein de choses qui ont été, qui dynamisent, qui rendent plus modernes ces images. Et la voix off par-dessus qui vient narrer en fait le contenu et les informations qui sont des informations factuelles, avec aussi la lecture de lettres des gens dans les tranchées. Enfin, ils ont fait bien plus que les tranchées. Ils ont fait Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait Hitler, Staline, enfin, ils ont fait beaucoup de choses. Je pense que tu pourras peut-être trouver des choses intéressantes à dire dessus. Ça marche, ok. Ben écoute, je pense qu'on va conclure dessus. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, je rajouterai que je te remercie de m'avoir invité sur ta chaîne pour parler de ce film. Ah ben franchement, avec très, 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 très grand plaisir. Voilà, c'est une chaîne que je suis aussi, ta chaîne. D'ailleurs, je mettrai dans la description de la vidéo. Voilà, d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir aussi Cinéphile. Il fait à la fois des critiques, des analyses, et du coup, très intéressantes. Et voilà, non, merci beaucoup. Voilà, je crois que c'est Jules Melon qui m'a fait découvrir ta chaîne. Et après, du coup, on est rentré en contact. C'est un grand médiateur, Jules Melon. Alors, on l'embrasse très fort. Il n'arrête pas de parler de moi, il faut à chaque fois dans son entourage de cinéphile. Et du coup, j'ai des gens comme ça, des fois qui viennent par eux-mêmes, mais du coup, c'est toujours très touchant. Voilà, et c'est vrai que ça fait de belles rencontres. Donc, merci beaucoup, Cinéphile. Et avec grand plaisir, en tout cas, de reparler un jour un film avec toi. Ouais, un plaisir partagé.
Bah, merci beaucoup et vous, hein, n'hésitez pas à dire aussi ce que vous en avez pensé, avec du recul, si vous l'avez vu plusieurs fois et si votre retour a changé ou pas, ou si vous êtes toujours resté sur le côté négatif ou positif, hein. C'est voilà, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, c'est fait pour ça et quant à moi, je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!